Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la 5e journée de cet Eurobasket. Merci à tous pour vos retours sur les dernières vidéos, franchement ça fait plaisir. Continuez de liker, continuez de booster, continuez de vous abonner, de commenter avec moi, de débattre avec nous, ça fait plaisir et on est ensemble. Aujourd'hui on va faire un petit peu plus court parce que déjà j'ai pas regardé tous les matchs et surtout parce que on va parler du match qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le match de l'équipe de France. Donc très rapidement on va faire un tour sur les résultats de la journée. Donc la Grèce qui a explosé la Géorgie avec un Yanis incroyable. En même temps, la Géorgie jouait sans Goga Bitadze, donc c'était compliqué pour eux. En plus, Tornike Keshingala a joué que 3 minutes, donc c'était vraiment une boucherie. La Slovénie a battu la Belgique avec encore une fois un gros Luka Doncic. La Belgique s'est quand même bien accrochée en première mi-temps, et puis après ça a volé en éclats. Israël-France, on en parlera après. L'Espagne qui a battu Chypre, faut pas être bête, Chypre, on l'a dit, ils vont pas gagner un match. L'Italie qui a battu la Bosnie-Herzégovine. Qui a fait un run dans le dernier quart-temps pour prendre de l'avance avec un énorme Simone Fontecchio, pour une fois, il vient de se réveiller quand même. Et la Pologne qui a battu l'Islande, enfin là au moment où j'enregistre, il doit rester 30 secondes, mais bon il y a plus 12 pour la Pologne, quelque chose comme ça, avec des coups de sifflet un peu douteux. J'ai regardé un peu la fin, Jordan Lloyd qui a le droit à une faute imaginaire sur un tir à 3 points qui donne 3 lancers, après on lui donne encore une faute sur un drive. Bon ça j'ai pas vu le replay donc je sais pas, mais en tout cas voilà, la Pologne qui l'a emporté et donc du coup qui va prendre la première place de ce groupe, puisque ouais c'est pas encore fini, il reste 13 secondes, puisque du coup ils sont invaincus, ils sont à 3-0. Ok, maintenant on va parler du match qui nous intéresse, c'est-à-dire France contre Israël. Alors avant toute chose, bon, la vidéo d'hier et l'extrait que j'ai choisi sur l'action de Sylvain a fait énormément parler. Franchement, c'est presque à 100 000 vues sur TikTok, alors que j'ai un compte à 400 abonnés. Vous avez beaucoup de choses à dire. Pour clore un peu sur ce sujet, déjà, il y en a, faut pas que vous parliez avec moi. Je vous jure, moi, je vous explique un peu pour ceux qui me connaissent pas. Moi, je suis un Parisien. J'ai toujours été le Parisien dédaigneux de la banlieue, de la province et tout. Ça veut dire, j'ai toujours, à moitié en rigolant, tu vois, mais j'ai toujours été en mode ouais mais vous de toute façon les banlieusards, vous avez pas le métro et ça. Bref, je faisais le mec, tu vois. Il y a des mecs, ils parlent avec moi de basket, genre dans les commentaires, frérot, ça se voit, quand vous parlez, ça se voit, vous connaissez pas le basket. C'est pas pour me la raconter, mais moi ça fait longtemps que je fais du basket, je suis passionné. Je m'intéresse à la tactique, voilà, ça fait 2 ans qu'on suit les trucs avec Brad, on regarde tous les matchs d'Euroleague et tout. Et quand je vois des commentaires qui me disent, t'as pas dû voir beaucoup de matchs de basket pour dire que genre en mode, on peut pas jouer la dernière possession, etc. Commenter, ça fait de l'engagement, mais franchement, vous êtes ridicules. Bref, tout ça pour dire que, il y en a, faut pas parler avec moi, parce que moi je suis un haineux en plus. Donc, je vais commencer à dire des trucs comme je dis à Brad. Je vais dire donnez-moi votre nom, je vais taper sur Monsieur Stat, je vais pas avoir votre nom, je vais dire tu peux pas parler de basket avec moi. Bref, c'était la petite parenthèse, en tout cas merci pour ceux qui ont partagé, ceux qui ont commenté de manière pertinente. Après on peut ne pas être d'accord, hein, mais voilà, remettez pas ma connaissance pour le basket en cause, parce que ça va m'énerver, c'est tout. Du coup, ce match France-Israël, moi j'avais dit c'était peu probable que le goal average contre la Slovénie était important, parce que si la France se retrouvait à perdre des matchs, qui était peu probable vu la direction que ça prenait, ça pouvait jouer sur le classement. Tiens donc, la France a perdu aujourd'hui contre Israël, et il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, plus négatives que positives par rapport à ce que on a pu voir depuis le début du championnat. Alors le score final c'est 82-69. Ce match a commencé avec une bonne entame de l'équipe de France. Sur le premier quart-temps, il y a 22-17 pour les Bleus. Et ils avaient même presque 10 points d'avance, je crois. Ils sont un peu remontés à la fin du quart-temps. On voit un Bilal, encore une fois, qui commence bien le match. On voit un Zachary Rizaché qui rentre, qui rapporte de l'adresse. On voit un Sylvain Francisco un peu plus en délicatesse. C'est c'est un euphémisme de dire ça. Et du coup, c'est quand même un match serré, parce qu'il y a des runs, notamment par Deni Avdija qui fait un gros match encore une fois. On donne du rebond offensif, on fait des pertes de balles un peu à la con, et surtout le gros problème qu'on a eu sur ce match-là, c'est qu'en face ils nous ont fait une zone et on n'a pas su attaquer une foutue zone. Alors on va passer vite fait sur les trucs positifs. Eli Okobo qui franchement j'ai rien à lui reprocher, 18 minutes, 13 points, 4 sur 8 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 5 passes, 15 dévals. C'est un peu le seul
qui a tenu son rang aujourd'hui. Enfin, il y en a quelques autres, mais voilà, c'est sur la fin de match, c'est lui qui a essayé un peu d'apporter du scoring, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Jalen Horn aussi qui fait un bon match. Il fait 12 points à 6 sur 8 au tir, 4 rebonds dans l'activité, il a été là dans les courses. Il commence très très fort le match, hein, je crois qu'il met 6 ou 8 points déjà dans le premier quart-temps. Et le troisième que j'épargne, c'est Zachary Zaché qui en 24 minutes met 14 points à 2 sur 5 à 3 points, 6 sur 12 au tir au total. En début de troisième quart-temps, on fait un run et il participe en ayant du jeu de relance, en allant mettre des paniers sur contre-attaque ou en provoquant des fautes. Donc, alors il provoque des fautes, il fait 0 sur 2 au lancer, donc ça va pas servir à grand chose. Mais voilà, c'est les trois un peu qui sont passés entre les mailles du filet pour la destruction qui arrive. Et à la limite même Jaité, parce que je me rends compte qu'en 20 minutes, il fait 9 points à 4 sur 7 au tir et 5 rebonds. Et donc 13 déballes. Maintenant, Sylvain, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que voilà, on a toujours saucé, etc. Son plus grand problème, c'est son irrégularité. Et on l'a vu, il a été très très haut. On s'est dit, bête de joueur. On a vu dans certains commentaires, là avec cette performance, il s'est installé comme le meneur titulaire. En tout cas, il a marqué des points, ils sont indiscutables. Et tout. Franchement, très bien. Moi, Sylvain, de l'équipe, c'est le seul que je connais. Bref, c'est un mec de Paris, tu vois. Et du coup, on est content. Mais on a suivi sa saison à Kaunas et on sait que voilà, des fois c'est très haut, des fois c'est très bas. Alors sans dire que ça a été très bas parce que il a pas fait non plus n'importe quoi, mais il a manqué d'adresse, il a manqué de réussite. Sylvain sur ce match-là, il fait en 18 minutes 2 points, 1 sur 8 au tir, 4 rebonds, 2 passes et 3 pertes de balles, moins 1 déval, 0 de plus-minus. Donc voilà, on n'a pas retrouvé le Sylvain qu'on avait vu même depuis la prépa, parce que même s'il faisait pas tous les matchs 32 points, là on l'a vu rater des choses, on l'a vu être bien scouté, ça l'attendait. J'ai une action en tête, ça lui arrive souvent à Kaunas, où il drive, il va sauter pour faire une petite passe, une très bonne passe, je crois que c'est pour Mamjaité ou Jalen Horn, sauf qu'en fait il y a la rotation défensive qui est venue, et donc passage en force parce qu'il saute sur le mec. Donc voilà. Nadir Efi, qui a eu du temps de jeu. Alors, à noter qu'Alexa a été mis au repos parce qu'il a été touché au mollet apparemment hier. Donc Nadir Efi qui avait quand même 15 minutes de temps de jeu, qui fait 2 points à 1 sur 8, 0 sur 5 à 3 points, moins 5 d'éval, moins 12 de plus-minus, avec 2 pertes de balles et 2 fautes. Il donne encore un N1. Franchement, c'était frustrant parce que là, Nadir, il était sur le terrain, il avait l'occasion de montrer ce qui valait, enfin on sait ce qu'il vaut, mais voilà, en équipe de France pour l'instant il l'avait pas encore montré, et il a eu des situations à lui. Le premier tir qu'il prend, c'est un petit tir à mi-distance après un pick and roll qui rate. Il prend un tir sur une attaque de close-out à 0 degré qui est un peu difficile, mais en soi c'est ses tirs. Après il prend un tir à 3 points en fin de possession qui rate, donc voilà, il fait 1 sur 8. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs en fin de possession, mais voilà, de toute façon on l'a pris pour ça. On l'a rappelé, mais tu sais qu'il va être dans ce rôle-là, il est dans ce rôle-là avec le Paris Basket. Là, il faut que tu t'arrives à être impactant sur des petits temps de jeu, sur des possessions, voilà, où on va te dire, vas-y, t'as 5 secondes, crée-toi ton shoot. C'est ça son jeu, c'est ça qu'on va lui demander. On va pas lui demander de mettre en place le jeu collectif de l'équipe. Donc c'est dommage pour Nadir. J'espère que ça va pas lui porter préjudice. Je suis sûr qu'il pourra rebondir et apporter dans cette compétition. Mais là, voilà, il avait l'opportunité de se montrer. Il n'en a pas profité. TLC, qui fait 1 point, alors il prend que 2 tirs sur le match en 15 minutes. Mais moi je trouve que TLC quand même si offensivement on l'a pas trop vu, je trouve qu'il a apporté défensivement. Il a été, je crois qu'il provoque 2 passages en force, il est là dans la dissuasion. Et ça me fait penser que j'ai quand même aimé, je pense, pendant le match, c'est ce que je me suis dit, la préparation de ce match de la part du staff de l'équipe de France, parce que tu voyais qu'ils avaient scouté Deni Avdija sur ses drives, qui savait qu'il allait rentrer beaucoup avec l'épaule, et on l'a vu, je crois qu'il fait 2 ou 3 passages en force comme ça, où les défenseurs se mettent bien devant lui et se laissent tomber, il y a passage, mais ça se voyait que ça a été travaillé, ça a été un point de focus dans le speech d'avant-match, donc ça c'était bien, c'était une bonne exécution. Gershon, pareil, de toute façon dans les joueurs, dans l'équipe, moi j'aime tous les joueurs, tu vois. Mais Gershon, là, c'est la compétition qu'il est en train de nous pondre, c'est pas possible. Alors, Gershon était exceptionnel quand ce n'était pas la star du roster. Franchement, sur les 3-4 dernières campagnes, c'était à chaque fois le meilleur joueur. L'année dernière, il est même pas dans le meilleur 5 de la compétition, je crois. Ils mettent Wemby, mais c'est lui qui est le plus constant sur toute la compétition pendant les JO. Mais là, je
Je suis désolé, je vais vous donner ses stats sur les 3 matchs. Il est en 25 minutes à 8 points de moyenne, à 27% au tir, 30% à 2 points, 25% à 3 points. 4 rebonds, 2,3 passes, 2 pertes de balles, 9 dévals. Alors, je suis désolé. C'est pas ce qu'on attend de Gershon. Déjà, les pourcentages, ils sont dramatiques. Tu peux pas tirer à 27%, avec les types de tirs qu'il prend. Tu peux pas tirer à 27%, c'est trop bas. Maintenant, j'aurais bien aimé que face à cette zone, justement, on soit capable de se servir un peu plus de Gershon, soit sur du poste haut, soit sur du poste bas, de créer du mouvement. Sur la zone, on a vu quoi? Un contre un des extérieurs, tir à 3 points. Un contre un des extérieurs, tir à 3 poins. Ok, faut arrêter de tirer à 3 points. Ok, coach, vas-y, je vais driver dans la raquette. Sauf que la zone, franchement, ça, on va pas le retirer. Ils ont très très bien défendu. Les rotations étaient en place. Donc, soit on allait s'empaler dans les mecs, c'était passage en force. Soit on tentait des passes qui étaient impossibles et on perdait des ballons, on leur donnait du jeu de relance. Et Israël, c'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Avec Deni Avdia, on l'a vu, lui, alors c'est pas Yanis, mais voilà, c'est un joueur qui est quand même très costaud. Quand il part en contre-attaque, en plus, qui a un très bon dribble et une bonne qualité de finition, c'est difficile de l'arrêter. Donc voilà, Gershon, il va falloir aussi qu'il monte un peu l'intensité, qu'il monte le niveau. Là, c'est lui. En fait, il n'y a pas vraiment de première option dans cette équipe, mais c'était censé être lui, en tout cas, il est capitaine de l'équipe. Donc c'est bien, on voit qu'il essaye d'apporter justement cette sagesse, cette cohésion de groupe, mais aussi sur le terrain, il faut que ça se ressente. Si on lui a donné ce rôle-là, c'est pas parce que c'est Gershon Yabusele qui joue au Real Madrid et qui cette année a signé là un gros contrat avec New York. C'est surtout parce que sur les dernières campagnes, c'est lui qui a été le pilier de cette équipe. Et donc voilà, il faut qu'il continue à le faire, même si officiellement c'est lui le numéro 1. Le match d'Isaiah Cordinier, il joue que 7 minutes, franchement, on l'a pas vu plus que ça, franchement, j'ai rien à dire sur Isaiah. Théo Malédon, il a eu quand même un bon passage, il fait 2 passes décisives, 5 points, alors pareil avec des pourcentages à 1 sur 5 en 15 minutes. Il a eu un bon passage à un moment, je crois que c'est dans le 3e quart-temps, où il arrive à décanter quelques actions, mais globalement, voilà, on savait qu'on allait souffrir sur le poste de meneur, qu'on allait souffrir. Avec Mathieu, on avait dit qu'on avait quand même 3 meneurs top, meneurs Euroleague. Si vous avez vu les QLS qu'on avait fait avec Brad, j'avais dit voilà, t'as Mathieu, meneur titulaire d'une équipe finaliste Euroleague, finaliste Betclic Elite, à 23 ans, déjà 4 fois champion de France, etc. Ok. T'as Théo Malédon, top 5 à l'Eval cette année en Euroleague, qui signe au Real de Madrid, voilà, très très gros joueur. Sylvain aussi, on a dit voilà, très gros joueur. Sauf que là, le problème, Sylvain, on l'a dit, c'est un joueur qui est assez irrégulier. Sans vouloir rentrer dans des comparaisons, Mathieu est un joueur qui est quand même très régulier. Alors, il n'a pas la folie qu'a Sylvain, il n'a pas les qualités individuelles de 1 contre 1 de création de tir qu'a Sylvain, même s'il a progressé sur ça. Mais c'est un joueur, voilà, tu sais que il va jamais se trouver, Mathieu. Et là, du coup, t'as Théo Malédon. Quand Sylvain est moins dedans, eh ben, t'aurais pu attendre à ce qui débloque un peu plus de situations. Et voilà, je le trouve pas assez, je sais pas, je le trouve encore un peu timide. Des fois, je le vois chercher des drives, surtout sur le début de match, il va chercher des drives. Il en rate un, alors que c'est un peu ses tirs à lui. C'est vrai qu'il a pas forcément les coups de sifflet qu'il a l'habitude d'avoir aussi. Mais après, voilà, c'est un joueur qui a des qualités. Il faut qu'il soit capable de, et puis, c'est pas normal qu'il prenne que 5 tirs. Pour moi, Théo Malédon, surtout avec un Sylvain qui a 1 sur 8, il doit être plus agressif. Ou alors, il doit faire plus de passes D, mais tu peux pas prendre que 5 tirs et faire que 2 passes décisives. Mame Jaïté. Alors oui, il a raté quelques trucs. Il a quand même un 4 sur 7. Il a quand même été dans les bons espaces. Il a quand même été dans la bagarre. Moi, je suis j'ai beaucoup de regrets quand même dans l'utilisation de Mame Jaïté. Toute proportion gardée, ça me fait penser à l'utilisation de Mousfal. C'est le seul pivot qu'on a, surtout que là, il n'y a pas Alexar, c'est le seul pivot qu'on a qui est capable de jouer du post-up. Je suis désolé, ça va lui arriver de rater, comme Nadir, Zachary, Isaiah Cordinier, Bilal Koulibaly peuvent rater des lay-ups, ça peut lui arriver de rater, surtout que c'est souvent des tirs contestés, des hooks, etc. Mais quand même, quand je vois certaines équipes, ceux avec quoi ils jouent à l'intérieur, Mame Jaïté, c'est quand même un intérieur qui a des mains. Là, on le fait passer pour un clampin qui sait pas se déplacer. Moi, je suis désolé, j'ai regardé Mame Jaïté, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on suit l'Euroleague avec assiduité. Mame Jaïté, on le voit jouer, même quand il était à Bologne, c'était quand même un joueur qui était MVP d'Eurocup. Il était pas MVP d'Eurocup en faisant rim to rim, là, cercle à cercle, en prenant des alley-oops, etc. C'est un joueur qui est bien ancré au sol, qui a des bonnes qualités de finition des 2 mains. Et je trouve encore une fois, quand tu as de la zone en face, que tu n'utilises pas ton secteur intérieur, je trouve ça dommage. Donc voilà, il est très peu servi. Il est servi un peu sur pick and roll, mais je crois pas que je l'ai vu jouer un seul post-up sur ce match-là. Et j'ai trouvé ça dommage également. Zachary Rezachi, on en a parlé. Jalen Horn, on en a parlé. Bilal Koulibaly, il commence bien, mais voilà, il met que 4 points, 1 sur 4 au tir. Donc voilà, tout le monde s'est un peu troué. On tire à 36%
en global est à 8 sur 32, donc 25% à 3 points. C'est une défaite qui fait mal. C'est une défaite qui fait très mal. Maintenant, moi, je vais vous donner vraiment la cause de cette défaite. La cause de cette défaite, c'est que, comme la France aime bien sucer les d'Israël, je mettrai un bip, hein, en fait, j'ai rien dit de vulgaire, comme la France aime bien sucer les boules d'Israël, voilà, Macron a appelé Freddy Photo. Il a dit, écoute, là c'est chaud avec Netanyahou, il faut absolument qu'on leur montre que nous sommes soumis, comme on le fait depuis plus de 2 ans, puisqu'on refuse d'appeler un chat quand on voit ce qui se passe à Gaza. Et donc du coup, il a dit, pour apaiser le truc, laisse-les gagner. Moi, je ne vois que ça comme explication. Quand on produit un non-match comme ça, et Israël, ok, ils ont fait un bon match, mais calma, tu vois. Il y a Deni Avdia en face, c'est pas non plus... voilà, t'as quand même un meneur titulaire, Kadin Carrington, là, nul à chier. On se mange 12 points de Roman Sorkin avec 8 rebonds. Alors Roman Sorkin, c'est un bon joueur, hein, mais bon, quand même, quand en face de lui, t'as Jalen Horde, c'est le backup de Jalen Horde normalement. Hein. T'as Mam Jaité, t'as Gershon Yabusele, les joueurs NBA et tout. Roman Sorkin, il est pas censé pouvoir exister. Tu te manges 17 points de Yam Madar. Bon, Yam Madar, il fait un très gros match. Franchement, c'est son premier gros match de la compétition. Et c'était un peu trouvé. Il avait fait 17 points à 7 sur 15 au tir, avec 3 passes, 17 déballes. Et surtout, il met des gros tirs dans la fin de match. Mais c'est pareil. En fait, j'ai en tête une action. Puis on a lâché le match aussi. Tu vois, on est à 8 points. Nadir, il prend un tir à la fin des 24. Je sais pas, Nadir ne joue pas en NBA en plus. Tu vois, en NBA, quand il y a la fin des 24, même si tu prends le rebond défensif et que la possession change, ils arrêtent le jeu, c'est remise en jeu. En FIBA, tu sais que ça joue. Il s'arrête, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fait, il va à la table ou je sais pas ce qu'il fait. Du coup, 2 points encore, et un mec qui est tout seul en contre-attaque. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Franchement, on se mange 13 points. À un moment, j'ai cru qu'on allait en prendre 20, quoi. Tellement on a lâché à la fin. Et donc pour dire, voilà, Yam Madar, il y a une action dans la fin de match, il monte la balle en transition, il y a personne qui monte le risque, et il s'arrête à 3 points, il met dedans. Alors qu'il en avait déjà mis un avant. Donc, écoute, je suis un peu étonné du match qu'on a proposé. Maintenant, tout n'est pas fini, mais quand même, on va faire un point sur le classement de ce groupe. Donc du coup, la Pologne, on l'a dit, qui est seule première à 3-0. Israël, qui est donc deuxième à 2-1. La France à 2-1. Et la Slovénie à 1-2. Derrière quatrième. Et ensuite, les 5e et 6e, Belgique à 1-2 et Islande à 0-3. Ce serait bizarre. Alors, il va rester un match, mais... il reste 2 matchs, mais ce serait bizarre que la France et la Slovénie soient côte à côte. Et qu'à cause d'une histoire de goal average à 3 ou je sais pas quoi, on se retrouve derrière. Bon, après, on a quand même gagné, donc on a le goal average sur la Slovénie, mais bon. Voilà, s'il y a plusieurs équipes au même truc, ça risque d'être... si Israël, la France et la Slovénie se retrouvent côte à côte, ça peut poser des problèmes. On peut se retrouver en tout cas derrière Israël à cause de ça. Et ça serait dommage, parce que du coup, si on finit 3e de ce groupe, on croise avec le groupe A, donc le groupe de la Serbie, et donc... Actuellement, bon, les deux équipes sont à 3-0, mais actuellement, les deuxièmes du groupe A, c'est la Serbie. Donc ça veut dire on se tape Serbie en 8e de finale. Bon, tu me diras, si on finit pas premier, de toute façon, si on finit pas premier, c'est soit la Serbie, soit la Turquie. Donc si on finit 3 ou 4. Si on finit deuxième, on peut se taper la Lettonie, et après avoir. Mais ce serait bien de finir premier quand même. Pour éviter la Serbie et la Turquie le plus longtemps possible. Enfin, surtout la Serbie. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pareil, là demain... Le taf reprend un peu plus sérieusement, donc je pourrais pas regarder tous les matchs. Je pense qu'on débriefera uniquement les matchs vraiment des grosses équipes. On fera un petit point comme on a fait aujourd'hui sur les matchs moins intéressants, mais les matchs de l'équipe de France, on ira un peu plus en profondeur. Les matchs des grosses équipes, Serbie, Turquie, Grèce, Pologne apparemment, puisqu'ils sont à 3-0. Et j'en oublie une. Ah oui, l'Allemagne, pardon. On débriefera un peu plus en profondeur, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter, de booster la vidéo aussi. Quand vous mettez un like, vous pouvez booster, comme ça augmente notre visibilité. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à demain pour le 6e débrief. Bye Banks.